3 minutes, je vous rappelle sur place. Bonsoir, c'est moi. Il est au fond. Pour nous, les généralistes, le problème de la toxicomanie n'est quand même pas un problème en face duquel nous nous trouvons tout le long de nos journées, loin de là. Nous voyons ce problème d'une manière très directe, essentiellement dans le cadre d'un appel d'urgence, d'une overdose, mais ça, il ne faut pas quand même majorer ce problème, ni croire que c'est très fréquent. On va appeler le SAMU. La deuxième occasion, c'est alors lorsque nous voyons arriver à notre cabinet des gens qui présentent des maladies somatiques, par exemple une hépatite, un abcès. Et à ce moment-là, au cours de la consultation, nous nous apercevons que ce malade s'est piqué. Le troisième cas, c'est lorsque les parents téléphonent parce qu'ils viennent de découvrir qu'un de leurs enfants se drogue. Ils s'adressent à nous parce qu'en fait, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils nous téléphonent à nous, le médecin de leur famille, parce qu'ils savent que nous les connaissons, que nous les comprenons, que nous pouvons les écouter et que nous allons garder le secret. Allô, docteur André? Madame Dupin, bonjour docteur. J'ai besoin d'un conseil. Vous connaissez Alain? Alain, oui, mon fils. Écoutez, je suis très inquiète. Il ne cesse de maigrir. Il mange presque plus. Il rentre tard. On n'arrive pas à parler. Non, c'est pas ça, docteur, non. Non, écoutez, je vais droit au but. Hein. Je suis sûre qu'il se drogue. Notre rôle, c'est de recueillir cette première angoisse des parents, parce que cette écoute permet de réduire les tensions qui existent entre les parents et les adolescents à ce moment-là, une dédramatisation du problème, et ça permet aussi aux parents de reprendre le contact un moment perturbé, ou peut-être même jamais établi parfois, avec leur adolescent. Je sais qu'il va plus au lycée. Je sais qu'il ne voit plus, vous voyez, les copains qu'il a l'habitude de voir, il ne les voit plus. C'est une sorte de béance dans laquelle s'engouffrent toutes les angoisses, et notamment une image d'eux-mêmes, en général, dévalorisée, une remise en question de leur propre relation avec leur enfant, mais aussi de leur propre vie. Et alors là, il y a deux attitudes. Ou bien c'est une grande culpabilité, ou bien c'est une défense, en rejetant toute la faute sur l'enfant, son milieu, les copains, la société, etc. Il convient de restaurer une image d'eux-mêmes pour qu'ils puissent aborder avec leur jeune toxicomane une autre relation. Hein, parce que s'ils sont trop culpabilisés, il ne pourra pas y avoir une relation effectivement bénéfique. Nicolas, ça fait 10 fois que je te demande de passer à table. Pourrais-tu lire, s'il te plaît? J'ai vraiment pas envie de lire. Le dernier cas devant lequel nous nous trouvons, c'est de loin le cas le plus complexe à traiter. Il s'agit d'un toxicomane qui vient nous voir directement au cabinet et il vient pour nous réclamer une ordonnance. Alors il le fait soit ouvertement, ou bien alors sous un prétexte quelconque. Il a une personne de sa famille qui a une maladie, ou lui-même présente un symptôme qu'il faut soigner. Cette situation est très difficile à vivre parce que d'une part, nous sommes en face d'une personne qui souffre réellement beaucoup, qui est malheureuse et que nous ne pouvons pas mettre à la porte. Il faut l'écouter, la soulager, mais l'écoutant, nous ne pouvons pas entrer dans son jeu, nous ne pouvons pas devenir son complice. De toute façon, il n'est pas question de prescrire cette ordonnance, de prescrire ces produits, bien que nous sachions que ça peut le soulager, et puis souvent ça nous soulagerait aussi. Mais si nous cédons la première fois, c'est une personne qui reviendra indéfiniment nous demander la même chose, et chaque fois nous serons obligés de céder, et finalement nous finirons par devenir son pourvoyeur. Je pense qu'il est difficile de dire que le praticien est responsable de la toxicomanie. Je crois qu'il est important qu'il comprenne
qu'il a une place dans la cause des toxicomanies et aussi dans le traitement des toxicomanies. Une place dans la cause, c'est le praticien qui distribue les médicaments. Par conséquent, il ne peut pas être indifférent à cette utilisation aberrante des médicaments que font les toxicomanes, des médicaments ou des drogues, hein, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il ne faut pas trop séparer les deux. Alors pour votre problème de régime, vous prendrez du perfoxène, et puis pour le petit, vous lui donnerez 10 gouttes de sédatonil. Il est évident que c'est aux généralistes que beaucoup d'utilisateurs abusifs de drogue ou de médicaments vont s'adresser. Alors la première chose à faire est que le médecin réfléchisse pour savoir s'il est prêt à assumer cette responsabilité et à soigner ce client. Il ne doit pas se laisser entraîner dans l'angoisse de son malade. Bien sûr que le toxicomane va demander un certain nombre de produits, mais en fait, derrière cette demande de produits, il y a une demande d'aide beaucoup plus humaine que médicamenteuse. Ce n'est pas le produit qui fait la toxicomanie. Mais en tant que médecin, nous ne pouvons pas non plus occulter les dommages que cause l'abus des produits toxiques sur l'organisme et la psychologie du toxicomane. Ces produits, nous devons essayer de les ramener à leurs incidences strictement médicales, sans rapport direct par exemple avec leur aspect licite ou illicite. Il y a ainsi 3 groupes de produits, ce qui pose des problèmes spécifiques. Les opiacés, naturels ou de synthèse, avec les overdoses, les accidents pulmonaires ou les incidents plus fréquents liés souvent à la seringue, hépatite, septicémie, tétanos, etc. Janine, vous pouvez me passer M. Turner à Londres, s'il vous plaît? Merci. Les barbituriques ensuite, avec les problèmes liés au surdosage, troubles cutanés, neurologiques. Les solvants enfin, l'éther, le trichloréthylène, le toluène, dont la toxicité aiguë et chronique doit être soulignée. En second lieu, les produits qui posent des problèmes plus psychologiques. L'acide, le LSD-25 avec ses crises de panique, d'angoisse auto ou hétéro-agressive quelquefois. Les psychostimulants majeurs, coca, cocaïne, amphétamine, et tous les anorexigènes généralement surdosés, avec des conséquences physiologiques mais aussi psychiatriques de type paranoïde. Et enfin les autres médicaments détournés. Les tranquillisants, les hypnotiques non barbituriques, les laxatifs et surtout les correcteurs des effets secondaires des neuroleptiques. Le dernier groupe de produits, c'est celui qui pose le moins de problèmes médicaux. Tous les dérivés du chanvre indien, le hashish, l'herbe, avec des manifestations anxieuses quelquefois. La brièveté de l'exposé est voulue, car à la limite, n'importe quel produit peut être objet de toxicomanie. Et à ce sujet, l'imagination des toxicomanes échappe à toute classification formelle. Il y a des gens qui viennent dans un cabinet de généralistes pour des problèmes de drogue, soit spontanément, soit conduits par la main par leurs parents, et que l'attitude doit être radicalement différente selon que le sujet est un véritable toxicomane ou selon qu'il est un usager de drogue. S'il est uniquement un usager occasionnel de drogue, il apparaît intéressant de faire la différence entre une fonction purement sociale de l'usage occasionnel de drogue et une fonction en quelque sorte personnelle. C'est-à-dire que la drogue, dans la fonction personnelle, est destinée à calmer des angoisses, à calmer un malaise strictement personnel, difficilement exprimable, et dont on a l'impression qu'il est calmable par des drogues. De notre côté, il y a des jeunes gens qui prennent occasionnellement des drogues pour faire comme les copains, pour rouler des mécaniques, parce qu'ils ne veulent pas se dégonfler, n'est-ce pas, au lycée, et parce que tout le monde en a fait autant, n'est-ce pas, mais ça n'a pas de fonction véritable à l'intérieur de leur économie psychologique. Il faut aller au-delà de ce qui se passe dans le bureau du médecin. Il faut essayer de saisir l'individu qu'on a en face de soi, essayer de comprendre ce qu'est sa vie à tous les moments de la journée, essayer de saisir l'aide qu'on peut lui apporter
en dehors du moment où il est dans le cabinet du médecin. J'ai commencé à me défoncer assez tard, puisque c'est seulement à partir de 25 ans que j'ai vraiment pratiqué les différents produits. Et c'était pas la drogue que j'avais dans la tête, c'était une sorte de grand manque. Et puis donc quand c'est fait, je dirais assez accidentellement, le contact avec les drogués, et quand moi-même j'ai commencé à me défoncer, socialement donc j'ai effectivement eu l'impression d'une insertion véritable dans un milieu tout à fait égalitaire. En même temps d'ailleurs, je crois que psychologiquement, j'étais assez attiré par un petit peu cette idée de déchéance, puisque en fait, l'ailleurs que je recherchais au départ était assez associé avec l'idée de rupture par rapport à tous les équilibres qui s'étaient faits donc pendant mes études, par rapport à ma famille, etc., etc. Étant donné que je pense mon adolescence avait été extrêmement rigoureuse, équilibrée, je pense que j'ai besoin de faire une crise, et une crise violente. En fait, j'ai appris véritablement à me défoncer, c'est-à-dire non pas prendre un produit pour goûter un plaisir défendu, pour m'évader passagèrement du monde, pour avoir l'impression de me libérer, mais cette initiation apportait beaucoup, en particulier elle libérait beaucoup précisément de tout ce que au départ on peut y rechercher de malsain, de suicidaire, de vertigineux. J'ai eu vraiment l'impression de me libérer. Ma psychothérapie, j'étais en train de la faire avec les produits illicites, tout ce qui pouvait y avoir d'important dans ma tête, dans mon psychisme. Je l'analysais d'une manière assez claire et distincte grâce précisément aux produits. La toxicomanie ne se réduit pas à son simple aspect médical. Et nous, les généralistes, nous nous sentons vraiment très désarmés parce que notre pratique strictement médicale s'avère la plupart du temps insuffisante. Le vous qui à gauche là, celui-là. Arrêtez-vous. Allez, tout le monde descend. Monsieur, dame, contrôle d'identité. Vous avez vos papiers, monsieur? Oui, attendez, je les cherche. Hein, bon, sortez-les. Vous contrôlez les autres aussi, tout le monde, et puis vous les palpez. Hein. Alors, vous sortez vos papiers? La loi du 31 décembre 1970 ne peut pas être ignorée par les médecins. En effet, un texte particulier peut leur être appliqué, et par ailleurs, ils peuvent se substituer à l'action pénale. Dans une première partie, la loi va aggraver les peines relatives aux trafiquants et aux usagers habituels. Dans une deuxième partie, la loi a prévu des injonctions de soins et un contrôle médico-social qui va permettre aux premiers usagers d'éviter la poursuite pénale. Mais la loi est tout de même ambiguë dans la mesure où même le premier usager a toujours un fait connexe dont il doit répondre devant la justice, soit même du prosélytisme de la drogue, en tout cas une cession, une offre ou un transport qui fait en sorte que l'action pénale continuera malgré une injonction de soins possible. C'est donc une loi qui repose sur un critère extrêmement large et un critère qui est tout à fait exceptionnel. Produit interdit, tout usage est passible de la loi.
C'est une législation tout à fait différente en matière des produits licites. Pour l'alcool, le critère qui est retenu est le critère de la dangerosité sociale. C'est-à-dire que la loi intervient à partir du moment où un comportement est contraire à l'ordre public. Ce qui n'a donc évidemment rien à voir avec les drogues illicites, où ce qui est incriminé, ce n'est pas un comportement, c'est une substance. Par conséquent, un usager absolument occasionnel, sans aucun problème de toxicomanie, sans aucun problème de dépendance, sera passible de la loi. La prison, la plupart du temps, est tout à fait dommageable pour les sujets toxicomanes. Elle les entretient dans ce statut de dépendance, sur un mode douloureux. Même si plus tard certains d'entre eux témoignent d'un effet bénéfique de la prison, c'est tellement rare et tellement accidentel qu'on peut considérer qu'il faut au maximum éviter l'emprisonnement pour les toxicomanes. Il est sûr que le généraliste a une très forte angoisse quand il voit quelqu'un qui souffre, qui vient lui demander de l'aide, qui lui demande des produits toxiques. Cette angoisse est généralement pour le malade la cause de la souffrance. Ce n'est pas le manque de produits, c'est le manque de compréhension qui fait souffrir. Et si le médecin sait être ferme, sait être clair, sait expliquer qu'il va aider et non pas droguer quelqu'un, les choses se passent beaucoup mieux. Le médecin ne peut pas, il ne faudrait pas d'ailleurs qu'il puisse tout résoudre, il n'est pas le bon Dieu, et il ne va pas devenir le père de son malade. Il est là, en fait, pour l'aider à s'orienter, pour lui faire connaître les solutions qui sont possibles pour lui, et l'envoyer éventuellement au spécialiste, entre guillemets, qui peut lui apporter l'aide complémentaire dont il a besoin. Ce traitement va se situer dans un schéma assez ritualisé qui comporte le sevrage et la cure de désintoxication d'une part, mais surtout la post-cure, la réinsertion sociale et la prise en charge psychothérapique. C'est tout cela que nous allons essayer d'examiner en sachant que le sevrage que nous réalisons est toujours brutal et n'utilise pas de cure avec des médications substitutives, que nous ne faisons pas de cure dégressive, que par ailleurs, hormis le cas des barbituriques, nous supprimons totalement tout médicament dès l'entrée du toxicomane à l'hôpital. Contrairement à ce qu'allèguent tous les toxicomanes, le problème du manque physique ou physiologique reste des plus réduits dans la cure de sevrage d'un toxicomane. Par contre, le sevrage psychologique est lui particulièrement important et c'est pour cette raison que la psychothérapie au sens large sera un des éléments majeurs dans l'entreprise de désintoxication du toxicomane. L'un des éléments fondamentaux de la réussite d'une cure de désintoxication est la demande du toxicomane. Or, il faut bien savoir que cette demande sera toujours ambivalente, qu'il faudra la déceler
parmi toute une série d'éléments qui sont tout le contraire d'une demande. En particulier, un toxicomane peut venir voir un médecin réclamant une cure de désintoxication dans l'espoir d'obtenir des toxiques. Il peut aussi être envoyé à l'hôpital par un juge d'instruction pour éviter la prison. Il peut également être convaincu par ses proches et sa famille que la toxicomanie est devenue insupportable et qu'il doit s'arrêter, non pas pour lui, mais pour les autres. Tous ces types de demandes qui se retrouvent peu ou prou dans chaque démarche du toxicomane sont en fait des demandes qui ne sont pas réelles. Ce n'est qu'à partir du moment où le toxicomane aura lui-même perçu que l'esclavage qui le lie à la drogue devient pour lui intolérable et qu'il aura le courage de faire une démarche personnelle, qu'à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on pourra réaliser un sevrage et une désintoxication qui pourront même se situer en dehors de l'hôpital et de façon ambulatoire si la demande du toxicomane est suffisamment forte. La consommation de drogue s'inscrit dans un système de défense à un certain moment de la vie du sujet, quelquefois à des moments de crise ou alors dans le cadre d'une psychopathologie plus fixée. Pour se dégager durablement de la dépendance, une modification du fonctionnement psychique du sujet est indispensable. Et bien sûr, bien qu'on soit tout à fait normalement beaucoup plus sensible aux améliorations symptomatiques, une condition indispensable est de maintenir d'emblée une visée psychothérapeutique. Il est important en particulier que le sujet ne soit pas confirmé dans son statut de toxicomane, ne se voit pas remis dans des circuits de dépendance, et ceci dès les premières démarches. Et surtout, il est primordial de ne pas rentrer dans le jeu du besoin de dépendance du toxicomane, de ne pas reproduire les situations de dépendance qu'il a déjà vécues antérieurement. Ceci est valable pour toutes les instances qui vont s'occuper du toxicomane, et doit d'autant plus être souligné que c'est dans ces conditions qu'on observe souvent des rémissions symptomatiques qui peuvent paraître encourageantes, mais qui ne correspondent pas à une évolution positive. En particulier, le médecin généraliste est exposé, de par ses liens avec la famille en particulier, à reproduire ou à ce qu'on lui fasse reproduire à son insu une attitude faite de complicité, comme c'est souvent le cas, en particulier de la part des mères de toxicomanes, ou d'autorité telle que ça peut se rencontrer quelquefois aussi. Il faut donc être prudent dans la manière d'introduire la psychologie quand le toxicomane vient consulter un médecin généraliste. Parce qu'il n'est pas du tout évident, comme ça d'emblée, qu'il vient demander qu'on l'écoute. Il vient souvent demander un produit. Et donc, lorsqu'on lui répond en lui disant « mais pourquoi vous droguez-vous » lorsqu'on vient lui demander « mais savez-vous qu'il y a des causes psychologiques, n'est-ce pas, à votre toxicomanie », je crois qu'on risque là de faire un faux pas. Je crois que la dimension psychologique va s'introduire d'elle-même très progressivement après un certain stade, n'est-ce pas, où on se sera occupé essentiellement des choses existentielles, des problèmes concrets, sans pour autant tomber dans la précipitation. C'est-à-dire que il n'appartient pas aux généralistes d'introduire brutalement la dimension psychologique, parce que pendant très longtemps, le toxicomane refuse en quelque sorte de la reconnaître. Et il présente sa demande comme un corps.
C'est-à-dire qu'il arrive chez le généraliste en disant, voilà, je suis toxicomane, je suis malade, j'ai un corps qui fonctionne avec une substance chimique. Et le médecin qui sait qu'effectivement, il y a une perturbation biologique dans le fonctionnement de l'héroïnomane, le fonctionnement de l'organisme de l'héroïnomane, n'est-ce pas? Le médecin est tenté effectivement de le considérer comme un objet, ce toxicomane. Or, tout le travail du généraliste consiste à faire passer justement ce sujet du statut d'objet au statut de sujet. Dès que la relation est bien introduite avec le toxicomane, c'est la prise en charge au long cours qui commence. Et ce à quoi il faudra faire très très attention, c'est que le risque est présent que le médecin ressente comme une véritable trahison la rechute du toxicomane. Bon. D'une manière générale, il faut que le médecin abandonne l'idée de guérison pour viser simplement le but de l'amélioration en ce qui concerne les toxicomanes. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas espérer extirper d'emblée, n'est-ce pas, toute possibilité pour le toxicomane d'avoir recours à d'autres forces que les forces intérieures. Le généraliste qui décide de s'occuper d'un toxicomane doit bien s'attendre à ce que cela lui prenne une bonne partie de son temps et de son énergie. Et pris au cours de nos journées, souvent nous ne sommes pas toujours en mesure de répondre comme il le faudrait. Le problème que pose le toxicomane au généraliste est très complexe. Le film n'a pas la prétention de l'avoir résolu. Sa seule ambition était de poser les questions, d'ouvrir, avec le médecin, des voies de réflexion.